Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité ce soir. Elle célèbre un modèle, une source d'inspiration pour toutes les générations, une dame de conviction. Les femmes de Côte d'Ivoire rendent hommage à la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. La première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement, et toute l'assistance salue les grandes qualités de cette importante personnalité politique du pays. La Côte d'Ivoire déterminée à garantir l'accès des populations ivoiriennes à l'eau potable. 12 villes confrontées à un déficit chronique. Bientôt la fin du calvaire pour Katiola et les localités environnantes. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, lance le projet de renforcement de l'alimentation en eau potable dans la zone. Un projet de 18 milliards de francs CFA. La COP26 se tient du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. La Côte d'Ivoire prépare ce rendez-vous mondial de lutte pour la préservation de l'environnement. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assis, explique les enjeux de la rencontre au cours d'une réunion avec les acteurs ivoiriens. Vers la production de vaccins anti-Covid-19 au Sénégal. 300 millions de doses par an. Une usine devrait débuter la production dès 2022. Un accord signé avec plusieurs partenaires pour le financement du projet. Le coût total de réalisation estimé à 200 millions d'euros. Cela fait un an que Amadou Gon Coulibaly n'est plus. La Côte d'Ivoire ne l'oublie pas. Sa famille politique multiplie les activités pour lui rendre hommage. L'une des articulations de cet anniversaire de décès, c'est la présentation de son autobiographie, Amadou Gon Coulibaly, le cœur et l'esprit. Dans ce livre, on découvre un autre personnage enthousiaste, passionné, chaleureux, heureux de nous plonger dans ses souvenirs d'enfance à Korogo, à Abidjan, le collège à Dabou, les années étudiant en France, sa carrière d'ingénieur aux grands travaux, sa vie politique et sa déclaration d'amour à la Côte d'Ivoire dans sa diversité. L'un des acteurs de cette publication est notre invité dans la page culture. Bonsoir, monsieur Venance Conan. Bonsoir. Directeur général de Fraternité Matin. Vous avez été l'un des hommes avec qui Amadou Gon Coulibaly a parlé de lui. Malheureusement, le livre est paru, mais post-mortem. Hélas. Heureusement, on avait presque fini. Il restait juste la dernière partie. C'était une aventure. Lui, il voulait parler. Il avait envie de se raconter. Et comme cela se fait, les hommes politiques n'ont pas eu le temps de s'asseoir pour écrire. Et puis, il n'est pas un littéraire, c'est un ingénieur. Donc, il a fait appel à nous, M. Ziad Limam, qui est un ami, et moi-même, pour qu'on écrive pour lui. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fini. Il restait juste la partie sur la gestion de la pandémie de la Covid et puis sa dernière hospitalisation. C'était ce qui manquait. On va en reparler. On vous retrouve donc dans quelques instants, le temps de voir toute l'actualité. Et l'actualité qui est marquée ce samedi par cette illustre personnalité célébrée ce samedi à Abidjan. Il s'agit de la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. L'événement est initié par les femmes de Côte d'Ivoire avec à leur tête la première dame Dominique Ouattara. Pour elle, Henriette Dagri-Diabaté est un modèle, une source d'inspiration. Jérôme Kofi Abolin. Le Sofitel, hôtel Ivoire d'Abidjan, pris d'assaut ce samedi par les femmes de Côte d'Ivoire et avec à leur tête la première dame Dominique Ouattara. L'événement en valait la peine. Il s'agissait de célébrer une illustre personnalité qui n'est autre que la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire, Henriette Dagri-Diabaté. Une dame exceptionnelle qui, pour ses femmes, qui l'honore, reste pour son époque une figure emblématique. Nous y voilà. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de prendre la parole pour mettre en lumière un symbole, une icône, un personnage essentiel de l'histoire politique. Il s'agit de l'hommage au professeur Henriette Rose Dagri-Diabaté. L'initiative de rendre hommage à la grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire de son vivant est de Kandia Camara, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Pour elle, célébrer Henriette Dagri-Diabaté, c'est inviter toutes les femmes de Côte d'Ivoire à marcher dans les pas de celle qu'elle appelle sa muse. Que faut-il retenir en définitive de cette belle aventure humaine, du formidable parcours de cette femme? D'abord, la leçon que voici. Dans ce pays, des hommes et des femmes de valeur ont sacrifié bien des bonheurs personnels afin que nous soyons heureux ensemble. Nous pourrions leur dédier nos odes,
bâtir des monuments à leur honneur, écrire leur nom dans nos livres. Pourtant, le risque de voir leurs exploits tomber dans l'oubli est toujours présent. Nous ne pouvions donc pas bouder notre plaisir de rendre cet hommage à la grande chancelière en présence de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Marraine de l'événement, la première dame Dominique Ouattara est sans détour, affirmant que Henriette Dagri-Diabaté est une fierté pour la Côte d'Ivoire. Cher Tanti, aujourd'hui, nous te célébrons aux yeux de tous pour non seulement montrer combien nous t'aimons, mais aussi pour permettre aux jeunes générations de femmes de s'inspirer de ton modèle. Femme de cœur, tu es la sensibilité faite femme, et cela constitue pour toi une force, car l'amour que tu diffuses à profusion autour de toi adoucit les cœurs les plus hostiles. Les femmes de Côte d'Ivoire se reconnaissent en toi, admirent ton parcours et souhaitent te ressembler. Tu es la première femme grande chancelière de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Nous sommes si fiers de toi. S'il y a une femme en Côte d'Ivoire qui peut se prévaloir d'une carrière politique exceptionnelle, c'est bien toi. Malgré les péripéties que Tanti Henriette a vécues, sa détermination et son calme ne l'ont jamais quittée. À titre personnel, j'ai toujours admiré l'harmonie subtile entre son intelligence et sa douceur. C'est d'ailleurs son charisme et son élégance qui me frappent lorsque je la rencontre pour la première fois à la fin des années 80. Reconnaissante, Henriette Dagri-Diabaté a remercié les femmes de l'initiative prise en son honneur avant de les appeler à demeurer avec dignité dans tous les combats visant à instaurer la cohésion et la paix dans le pays. Femmes, et notamment femmes leaders, restez en cohérence avec vous-même, avec vos atouts qui sont réels, avec vos différences. Œuvrez sans relâche pour l'enracinement de la paix, la place et le statut des femmes dans la société. Oui, il reste beaucoup à faire et c'est pourquoi je vous dédie cet hommage. Je veux vous transmettre les flammes qui m'animent. Persévérance, détermination, conviction. Ne transigez pas sur les principes de loyauté et de fidélité. Ayez plutôt beaucoup de sagesse et de patience. Henriette Dagri-Diabaté célébrée. Elle a reçu de la part des femmes qui lui ont rendu hommage de nombreux présents. Pour ces femmes, rien ne sera de trop quand il s'agit de magnifier celle qui, telle une femme de vision, d'action et de conviction, constitue à leurs yeux une icône sans pareil. Et comme on vient de le voir, les femmes se sont mobilisées pour cet hommage à la grande chancelière. Je vous propose quelques réactions au terme de la cérémonie. Madame Henriette Dagri-Diabaté est un modèle de loyauté, de fidélité, d'engagement dans le travail, dans la continuité, et c'est une femme d'excellence. Professeur Henriette Dagri-Diabaté est pour notre pays un point de référence parce qu'elle s'inscrit dans l'histoire de notre nation. Et la grandeur d'un peuple s'apprécie par sa capacité à témoigner sa reconnaissance à ses enfants. En tant que femme publique, en tant que femme politique, nous sommes en train de suivre les traces de la grande chancelière. Et quand on a vu ces films, on a vu ces témoignages, on se dit, on peut y arriver. Dans la vie, il y a des gens qui ont œuvré à tous les niveaux, qui ont marqué leur passage dans la vie de la nation. Ces personnes-là méritent d'être honorées. Et c'est le cas du professeur Henriette Dagri-Diabaté. C'est une dame extraordinaire, formidable dans ses relations avec les uns et les autres. Et toutes ces femmes qui avons été donc à côté d'elle,
Nous avons de Tanti reçu chacune une éducation, une leçon de vie, des messages forts pour ce que doit être la femme d'aujourd'hui, la femme ivoirienne. Un modèle pour les générations actuelles, mais un modèle aussi pour les générations futures. Et c'est une femme politique accomplie, et résiliente, qui est engagée et qui montre que lorsque les femmes sont engagées, sont déterminées, elles peuvent occuper leur place au sein d'une nation. Elle représente un modèle pour les femmes de Côte d'Ivoire. Et c'est en ce sens-là que nous sommes tous là ce matin pour donc la magnifier et pour qu'elle serve, pour que les gens comprennent que c'est un modèle, c'est une icône, une femme d'exception, une femme de valeur, une femme douce et une femme qui œuvre pour la paix en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, cette cérémonie m'a beaucoup touchée. Lui rendre hommage, il faut qu'on nous rende hommage vivant. Et franchement, je remercie la première dame, je remercie le comité d'organisation. Henriette Dagri est une référence pour les femmes de Côte d'Ivoire. Je vous emmène dans le Tchologo. Les populations de la région unies et solidaires autour du ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara. Le président du conseil régional a initié plusieurs projets pour le développement, des actions encore prévues pour le bien-être des populations. À Ouangolo, il s'est tenu la deuxième session du conseil régional. Le reportage de Kader Sogodogo. C'est dans un centre culturel de Ouangolo-Dougou rénové que les populations de la région du Tchologo, unies et solidaires autour de leur président, le ministre d'État, ministre de la Défense Téné Birahima Ouattara, se sont réunis pour parler de développement. Une deuxième session qui permet de faire le point des actions de développement. Chers parents, je voudrais très sincèrement vous demander de veiller aux mains. Parce qu'on a beau être super armé, la chose la plus importante pour contrer ce fléau, c'est le renseignement. Le renseignement bien mené contribue donc à réduire les risques d'attaque et d'autres à plus de 50%. C'est très important. Il faut que nous veillions, que nous pensons à la Côte d'Ivoire. Téné Birahima Ouattara, le président du conseil régional du Tchologo, appelé affectueusement TBO, entend poursuivre toutes ces actions de développement. Pour ce faire, les entreprises bénéficiant de marchés et qui ne les exécutent pas à temps verront ces marchés retirés. Tout compte fait, le meilleur reste à venir. Le Tchologo n'est pas la seule région qui est concernée par ce phénomène. Nous avons beaucoup d'entreprises qui compétissent, à qui nous attribuons des marchés, mais qui malheureusement à l'exécution font défaut. Et ceci est vraiment pénalisant pour les populations. Alors nous nous posons la question de savoir est-ce qu'on ne devrait pas aller vers des entreprises à capacité, toujours dans le cadre d'un appel d'offres, mais restreint cette fois-ci. Nous allons faire cette proposition, bien entendu, au ministre du Budget. Et nous verrons s'il nous y autorise, tant mieux, ça permettra au moins de poser des actes visibles et concrets pour les populations. Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cadre du Tchologo, était présent à cette cérémonie. Comme cette réunion du conseil régional du Tchologo qui se tient à Ouangolo, dans la gestion des collectivités, il est question de plus en plus d'une gouvernance participative. L'objectif est de recueillir les besoins réels des populations afin d'adapter les actions de développement. Il faut donc faire avec cette méthode inclusive 120 élus locaux et autorités administratives des régions de Tchologo et du Bunkani en formation. Mahama Traoré. Au terme de cette formation, ces 120 élus locaux et autorités administratives issus des régions du Bunkani et du Tchologo seront capables de conduire un processus de mise en œuvre d'un budget participatif ou encore de collaborer avec leurs administrés pour mieux adresser les préoccupations liées à l'accès à l'eau, à l'électricité et aux services de santé. Nous allons leur montrer l'intérêt de cette démarche participative, mais également leur fournir les outils pour assurer la prise en compte des besoins des populations à toutes les étapes de la planification et de la budgétisation. Cette formation découle de la mise en œuvre du projet Le développement par la gouvernance, une initiative d'un consortium d'ONG dont Alliance Côte d'Ivoire et Equal Access International. Le déploiement de ce projet est financièrement soutenu par les États-Unis pour près de 5 millions de dollars. Il est évident que plus les décideurs sont proches de la population qu'ils desservent, mieux ils comprennent quels sont leurs besoins
et ça les aide à trouver les solutions idoines. C'est tout ce qu'il y a de plus logique, mais c'est facile à dire, c'est plus difficile à faire, et cet atelier va donner des outils pratiques pour mettre ça en œuvre. Nous avons instruction de faire en sorte que tous les citoyens, quel que soit là où ils sont, ici en Côte d'Ivoire, participent au processus de décentralisation, pour qu'eux-mêmes soient acteurs et bénéficiaires des projets qu'ils choisissent. Débuté le 1er avril 2020, le projet Le développement par la gouvernance est prévu s'achever fin janvier 2022. Et puisqu'on parle de développement, le ministre de l'Hydraulique adresse la question de l'eau potable dans toutes les localités du pays. Un programme pour garantir l'accès des populations ivoiriennes à cette source vitale. Laurent Tchagba a procédé au lancement du projet de renforcement de l'alimentation en eau pour Katiola et les localités environnantes. Plus de 18 milliards de francs CFA d'investissement. C'est un reportage de Léon Brou. Un an plus tôt, elle était encore quasi inaccessible, imposant corvée aux populations, notamment les femmes. L'eau potable, désormais dans les ménages de Katiola. Souvent, on peut faire 2 jours, 3 jours, on ne gagne pas l'eau. Mais maintenant, là, ça vient un peu. Il y a des fois, le matin, là, il n'y a pas l'eau. Mais jusqu'à 11h, chez nous, ici, en tout cas, il y a l'eau. Cette amélioration de l'accès à l'eau potable grâce à cette UCD ou unité compacte d'Egrinon installée dans le cadre du programme d'urgence pour améliorer l'accès à l'eau potable au plan national. Elle fournit 2000 m3 d'eau par jour pour combler le déficit d'eau potable de 46% à Katiola. Mais pas de façon durable, l'eau potable étant produite à partir de ce barrage qui tarit en saison sèche. Ces coups de perle, donc pour assurer de manière pérenne l'accès à l'eau potable à Katiola et localités environnantes. Un approvisionnement à partir d'une zine affluent du fleuve Bandama. Construction d'un seuil en béton armé de 50 mètres de haut, la construction d'une station d'exode de 415 m3, la pose d'une conduite d'eau brute de 15 km en fonte, la construction d'une bâche de stockage de 500 m3 et d'une salle de reprise de 400 m3 dans le village de Timbé, la pose de conduite d'eau traitée de 15 km en fonte vers Katiola, la construction d'un château d'eau de 1000 m3. Objectif, 8000 m3 d'eau potable par jour dès fin 2023, échéance des travaux et seront desservis 145 000 personnes, soit 3 fois la population du département et même 223 000 habitants de Katiola à l'horizon 2040. Véritable soulagement. Depuis sa visite d'État, nous avons eu les routes, nous avons eu le bitume, nous avons eu l'électricité. Nous aurons l'eau en abondance pour toutes les populations. Naturellement, nous voulons très respectueusement dire un grand merci au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui nous a gâtés ici dans le Hambol. Le renforcement de l'alimentation en eau potable de Katiola et localités environnantes va coûter à l'État plus de 18 milliards sur les 170 milliards de francs CFA financés par la Chine dans le cadre du programme Eau pour tous pour garantir l'accès à l'eau potable, notamment dans 12 villes à déficit chronique. La Côte d'Ivoire veille aussi sur l'environnement. Le pays prépare sa participation à la COP26. La rencontre se tient à Glasgow, en Écosse, le 31 octobre. Le ministre de l'Environnement, Jean-Luc Assis, lance les préparatifs. Il dévoile les enjeux de ce rendez-vous mondial qu'on voit avec Rascando. La Côte d'Ivoire sera au rendez-vous de la 26e conférence des parties COP26 à Glasgow, en Écosse. L'événement se tiendra du 31 octobre au 12 novembre 2021. Cette rencontre mondiale sur le climat mettra l'accent sur 5 thématiques. L'adaptation et la résilience, la nature, la transition énergétique, le transport routier propre, la finance. La Côte d'Ivoire donnera sa nouvelle ambition lors de cette COP26 à travers le rapport des contributions déterminées au niveau national. Les attentes de la Côte d'Ivoire à cette COP26 sont nombreuses. La concrétisation de l'opérationnalisation de l'accord de Paris à travers un consensus qui doit être trouvé. Une meilleure prise en compte d'initiatives d'envergure régionales portant sur l'agriculture, la forêt, la gestion des ressources en eau,
les zones côtières et la gestion intégrée des déchets. Le renforcement de la mobilisation et de l'accès au financement climat à travers les guichets dédiés tels que le Fonds vert climat. Pour atteindre ces objectifs, le comité permanent d'organisation des COP mis en place en 2019 a déjà démarré ses activités préparatoires. Toutes les informations relatives à la COP26 ont été consignées dans un document unique appelé « Guide du participant ivoirien à la COP26 ». En attendant ce rendez-vous de la lutte pour la préservation de l'environnement, un autre front reste ouvert, celui contre la Covid-19. Voici les chiffres de ce samedi. 49 nouveaux cas enregistrés, 32 guéris et pas de décès. La Côte d'Ivoire compte donc 48 825 cas confirmés, dont 48 117 guéris, 318 décès et 390 cas actifs. 854 224 doses administrées contre la Covid-19. Et c'est une avancée sur le continent vers la production de vaccins anti-Covid-19 au Sénégal. Un accord a été signé ce vendredi avec plusieurs partenaires des pays européens, la Banque mondiale ou encore les États-Unis pour le financement de la première phase du projet. Le coût total de réalisation est estimé à 200 millions d'euros. Une usine qui devrait débuter la production dès 2022. Elle doit sortir de terre dans la nouvelle ville de Dianamdio et produire à terme 300 millions de doses par an. Ici en Côte d'Ivoire, plus d'une vingtaine de journalistes d'investigation sont en formation à Yamoussoukro. Ils renforcent leur capacité sur la gouvernance minière. Il s'agit de leur donner les connaissances nécessaires pour mesurer les enjeux et les défis liés au secteur minier sur le plan national et international. C'est un reportage que nous allons retrouver dans nos prochaines éditions. Le ministre Moussa Sanogo fait la promotion de l'excellence à l'école. Plus de 300 meilleurs élèves et enseignants de Touba viennent d'être honorés. Ils ont reçu des kits scolaires et plusieurs autres soutiens pour leur abnégation au travail. Walter Amadou Ouattara. Cette troisième édition de la journée de l'excellence à Touba a permis de célébrer les meilleurs élèves de CM2 qui ont obtenu le CPE ainsi que les meilleurs lecteurs et cracks en mathématiques de la région du Bafing. Les meilleurs enseignants, directeurs d'école et conseillers pédagogiques également n'ont pas été oubliés. Les 300 heureux distingués de cette année scolaire sont répartis avec de nombreux lots composés essentiellement de kits scolaires et des sommes d'argent. Élèves de l'inspection de l'enseignement scolaire et primaire de Touba, exprimons par ma voix notre reconnaissance à tous ceux et à toutes celles qui ne ménagent aucun effort pour l'amélioration de nos conditions de travail. Le ministre du Budget et du Portefeuille de l'État, Moussa Sanogo, souligne qu'en acceptant d'associer son image à cette journée, il souhaite simplement susciter la saine émulation et inculquer les vraies valeurs du travail dans le milieu scolaire. C'est une cérémonie de haute importance puisqu'elle permet d'inculquer des valeurs d'excellence et de travail à nos enfants. Et ce sont ces choses dont nous avons besoin pour pérenniser l'émergence de notre pays et lui assurer un avenir radieux. Au nom du directeur régional de l'éducation nationale et de l'alphabétisation empêchée, Diomandé Ibrahima, secrétaire général 3, a traduit au ministre Moussa Sanogo la gratitude des responsables régionaux du système éducatif pour l'oreille attentive qu'ils prêtent aux préoccupations de l'école dans le Bafing. Moussa Sanogo compte à son actif la construction de 40 écoles entièrement équipées dans la région. Comme tous les samedis soirs dans le 20h, c'est l'heure de votre rendez-vous avec la culture. Le Burida et la mairie de Cocody signent une convention, un partenariat pour aider à collecter les droits d'auteur dans le périmètre communal. Les partenaires peaufinent la stratégie de recouvrement. Les deux parties ont eu une séance de travail, nous rapporte Issa Tionayo. La direction générale du Bureau ivoirien du droit d'auteur, Burida, multiplie les actions pour renflouer ses caisses afin de permettre à ses créateurs de vivre décemment du fruit de leur travail.
elle vient de signer une convention avec la mairie de Cocody. Ce partenariat a pour objectif d'aider le Burida à engranger le maximum de fonds de droits d'auteur sur le périmètre de la commune de Cocody. Une séance de travail s'est déroulée entre les deux structures. La piraterie ou le piratage est multiforme. Quand vous organisez votre événement et que vous jouez la musique sans vous acquitter du droit d'auteur, c'est du piratage. Parce que vous avez le devoir de déclarer, d'avoir une autorisation et d'utiliser et en fait de payer. La ministre Alette Badou Nguessan Kwame a apprécié cette signature de convention avant d'encourager les autres municipalités à en faire autant. Aujourd'hui, nous avons des projets et parmi ces projets, nous avons les conventions avec les collectivités et qui viennent de se concrétiser il y a 2 semaines avec la grande commune de Cocody qui a décidé de nous aider, d'aider le directeur général à rentrer dans l'effectivité de vos droits en tant qu'artiste. Le Burida a réussi à recouvrer en 2019 environ 4 milliards de francs CFA sur l'ensemble du territoire. Une somme globale prélevée sur tous les utilisateurs de droits d'auteur. Ce même montant a été également engrangé en 2020. Ce, malgré la pandémie du coronavirus. Pour les années à venir, le Burida envisage de récolter sur le terrain 6 milliards de francs CFA. La communauté Lobby de Bouna a célébré les 2 ans de règne de son chef. Les cadres et élus de la localité sont mobilisés pour l'événement. Les populations ont exprimé leur reconnaissance au chef pour toutes ses actions en faveur de la cohésion et la paix. Herman Yamien. Installé depuis le 25 mai 2019, cela fait maintenant 2 ans que Binsare Nye préside aux destinées de la communauté Lobby à Bouna. 2 ans que ce dernier se bat comme il peut pour semer les graines de la cohésion et de la solidarité au sein de sa communauté. Pour ce 2e anniversaire de son règne, les populations sont venues de toutes les contrées pour le célébrer et l'honorer. Le lobby, c'est vrai, ce n'est pas aujourd'hui où il est, disons, cette force-là qui doit impulser le développement dans le Bunkani, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va se laisser distraire. Parmi les nombreux convives, les cadres de la région du Bunkani. Tous ont effectué le déplacement pour lui témoigner leur soutien et leur respect, et enfin pour l'exhorter à poursuivre ses actions de cohésion sociale. Toutes les populations de Bouna se sont donc réunies comme une seule personne pour venir manifester leur joie autour de notre chef. C'est cela la cohésion sociale. C'est ce que nous voulons pour le Bunkani. L'occasion a été belle pour nous de rappeler tous les fils et filles à s'unir auprès du chef des lobbies de Bouna pour le règlement des questions qui concernent notre peuple. Comme on a coutume de le voir, le chef ne s'exprime pas en public. Mais pour l'occasion, le chef Binsare Nye a décidé de prendre la parole pour traduire sa reconnaissance aux siens. En 2019, je l'avais dit, je venais apporter ma contribution à la cohésion, à l'unité des filles et fils de Bunkani. Donc je suis heureux que mes enfants, mes frères cadres, puissent aujourd'hui m'épauler. Le chef de la communauté Lobby a insisté sur la contribution de tous les fils et filles de la région à œuvrer au renforcement de la cohésion afin de faciliter le développement du Bunkani. 1 an déjà que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est arraché à l'affection des siens et de la Côte d'Ivoire tout entière. Une perte difficile évidemment, un grand vide pour le Poro. À Korogo, une lecture coranique pour le repos de son âme. Kwadio Kwame. Bondala, place mythique retenue pour la lecture coranique pour le repos de l'âme de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly au titre du premier anniversaire de l'illustre disparu. Sous la direction de l'imam central de Korogo, la communauté musulmane a prié et demandé à Dieu de retenir seulement les actes positifs du défunt Amadou Gon Coulibaly afin de lui ouvrir les portes du paradis. Des prières sont faites non seulement pour le repos de l'âme d'Amadou, dont le décès constitue la circonstance qui nous unit, mais pour le reste du pays, à commencer par le président de la République, le père spirituel d'Amadou. Tout le monde a prié ici pour qu'il ait une longue vie, pour qu'il ait une bonne santé, pour qu'il soit éclairé dans son combat pour le développement de la Côte d'Ivoire. Les imams ont récité plusieurs fois le Saint-Coran. Les sacrifices ont été partagés. Nous demandons à Dieu
le Tout-Puissant, d'accueillir Amadougon auprès de lui, dans son Firdaus, qui est le plus haut des paradis. Depuis sa mort, nous ne faisons qu'en demander aux man, à nos ancêtres, de prier pour lui, pour que son âme se repose en paix. Et la prière d'aujourd'hui, c'est une prière sacrée et que le Seigneur nous donne encore un autre Amadougon pour nous satisfaire. Lecture intégrale du Coran à plusieurs reprises, sacrifices. En musulmans pratiquants, les guides religieux ont demandé à leurs coreligionnaires et à la population tout entière d'accepter la disparition d'Amadougon Coulibaly et de prier pour le repos de son âme. Et on retrouve justement notre invité de la page culture pour en parler, Vénance Conan, directeur de Fraternité Matin. Cette autobiographie d'Amadougon Coulibaly, écrite avec votre participation, est celle d'un journaliste franco-tunisien, Ziad Limam. Quel est au juste votre niveau de participation dans cet ouvrage? Disons que c'est nous qui avons écrit. Nous l'avons écouté, nous l'avons enregistré, nous l'avons retranscrit, nous l'avons mis ces paroles sur papier. Voilà. C'est en 2019 que ça a commence. C'est en septembre 2019. On a terminé juste avant son décès. En ce moment précis, là, en 2019 déjà, qu'est-ce qui vous a donné comme objectif pour ce livre? C'est lui qui voulait parler. C'est pas nous qui l'avons sollicité. C'est lui qui voulait parler, c'est lui qui voulait se faire connaître. Je crois qu'il y avait certaines se faire connaître images, autrement. Oui. Il y avait certaines images que les gens avaient de lui qui n'aimaient pas, qui le blessaient. On le présentait comme l'homme un peu replié sur son clan de Korogo, de Sénoufo, alors qu'il est totalement différent. On disait qu'il n'est pas charismatique, qu'il ne parle pas, qu'il ne rit pas, alors que c'est vraiment un autre homme. Il avait vraiment envie de se faire mieux connaître. Et on sent qu'il en a vraiment souffert dans l'ouvrage, il le dit. Oui, cette image-là, et il était gêné même d'avoir à dire que parmi mes proches, il y a celui-là qui n'est pas de Korogo. Il nous disait, chaque fois qu'il y a quelqu'un de Korogo qui a une promotion, on pense que ça vient forcément de moi. Et quand c'est quelqu'un qui n'est pas de Korogo qui a une promotion, même si c'est de moi, on ne veut pas le reconnaître. Donc voilà, alors qu'il a vécu. C'est vrai, il y avait cette dualité en lui. C'était l'homme de Korogo, c'est vrai. Mais aussi c'est l'homme d'Abidjan, il est né à Abidjan. Il a grandi à côté, là, au 150 logements. Ses amis d'enfance, c'est Yves Zougo Junior. Quand il était à l'université, ses amis, c'était Kireseka, Thiam Tidjane, etc. C'est vraiment un homme universel, c'est un Ivoirien, vrai. Son directeur de cabinet, qu'il a choisi lui-même, n'est pas de Korogo. Son chef de cabinet n'est pas de Korogo, son chef du protocole, bref. C'est un Ivoirien, mais on lui a collé cette image-là, il comprend, hein. Il sait que la politique, c'est comme ça. Ses adversaires, ils cherchaient à l'atteindre quelque part, ils ont trouvé cet angle-là. Amadougon Coulibaly, Le cœur et l'esprit, un livre qu'on découvre avec Alexis Ouedraogo et on se retrouve. Amadougon Coulibaly, Le cœur et l'esprit. L'œuvre autobiographique vient un an après le décès de l'ancien Premier ministre, lever un pont de voile sur son histoire. Les auteurs le diront lors de cette cérémonie officielle de présentation de l'ouvrage. Amadougon Coulibaly a voulu écrire son histoire, se raconter pour se souvenir et se découvrir aux autres. En mai-juin 2019, Amadougon est donc Premier ministre et il a ce besoin assez fort de se raconter, de parler de lui tel qu'il est, tel qu'il se sent et non pas tel qu'il est vu ou tel qu'il est caricaturé comme cette espèce de technocrate, d'homme du Nord, de hauts fonctionnaires, alors qu'ils se sentent complètement différents, ils se sont multiples, ils se sentent divers, ils se sentent ivoiriens, ils se sentent aux quatre coins de ce pays, et il a envie de le dire, et commence cette aventure de ce livre. Si les grands hommes ne meurent jamais, ces mémoires d'Amadougon Coulibaly sont désormais couchées dans ce livre témoignage comme une offrande à tous, un acte fort pour la famille. Amadougon le discret, Amadougon le secret, apprécie fortement de là où il est, j'en suis certaine, votre œuvre. Si l'œuvre reste suspendue dans le temps par la tragédie de cette symphonie inachevée, ces 155 pages restent le témoignage vivant de l'homme, sa parole, son histoire, son souvenir. Et justement, dans ce souvenir, parlons de son enfance. Il a gardé vraiment un très bon souvenir d'Adjamé. Ensuite, il y a eu Cocody 150 logements. Et surtout ces années de collège à Dabou. Et puis, c'est
différents contacts qu'il a eus ensuite, mais il est resté en contact avec toutes ces personnes qu'il a rencontrées. Oui, au 150 logements, il a grandi avec Isaac D, qui travaillait à son cabinet jusqu'à ce qu'il décède. Yves Zogbo Junior, qui est son ami, qui est resté son ami depuis toujours. Kéré Seka, qu'il a connu en France, ils ont fait le lycée ensemble, ils ont eu tous deux une bourse fac pour aller étudier en France, ils sont restés ensemble jusqu'à sa mort. Son meilleur ami, Amichia, qui était dans son cabinet, il a fait le poro avec lui, c'est un homme de Bassam. Voilà, c'est un homme de tous les horizons. Et il disait, son père, qui était lui aussi ingénieur comme lui, ils ont fait la même école. Les grands travaux, oui. Il était député. Il dit, mais les amis de mon père, ils venaient de partout. C'était des Ivoiriens de tous les horizons. Et ils jouaient aux cartes jusqu'au matin. Voilà. Mais à la lecture justement de cet ouvrage, on a senti cet hommage à son père, à qui il a peut-être voulu ressembler, côté études, carrière politique. Il avait une admiration sans borne pour son père. Et effectivement, il est devenu ingénieur comme son père. Et en politique aussi, il y avait son père, mais surtout Alassane Ouattara. Il a eu deux pères, son père biologique et Alassane Ouattara. Alassane Ouattara qui rencontre autour de 90. Autour de 90, lorsqu'il était aux grands travaux. Et Alassane Ouattara était Premier ministre et il a appelé à son cabinet. Et il y a eu une rencontre entre Alassane Ouattara, Houphouët-Boigny et lui. Houphouët les a appelés et il lui a parlé, il nous a pas dit le oui, il n'a pas dévoilé. Oui. Mais je crois que ça a été le moment fondateur de leur relation. Donc, il a parlé justement de sa générosité et il a dit que dans la famille, Gon, quand on donne, c'est dans la discrétion. Oui, il a parlé de son père qui était musulman mais qui a fait plein de dons à l'église de Korogo. Il est allé en Israël, il est revenu avec plein de choses qu'il a offertes à l'église. Et lui aussi, il le fait, mais dans la discrétion. Mais c'est peut-être pour ça aussi qu'on dit qu'Amadou Gon n'était pas généreux. Il y avait un peu ça. Il n'aimait pas sortir, il n'aimait pas se montrer. Parce qu'il n'en parlait pas. Parce qu'il n'en parlait pas, bon, ça a son honneur. Mais c'est un monsieur qui n'aimait pas sortir. D'abord parce que la politique ivoirienne, vous savez comment c'était. Hein? Il a fait la prison, il a été menacé de mort, il a dû se déguiser parfois même pour pouvoir se sauver. Donc ce n'était pas un homme qui sortait, il ne s'exposait pas. On ne le voyait nulle part, donc chacun imaginait ce qu'il voulait. Et un de ses grands regrets, il disait qu'une de ses filles voulait qu'ils aillent prendre un brunch dans un grand hôtel au plateau. Il cherchait ce temps-là pour aller le faire, mais il n'a pas pu trouver. Il dit que c'est quand il va à Paris qu'il a le temps d'aller au restaurant. Mais à Abidjan, il ne peut pas. Oui, en raison de toutes les charges, évidemment. Voilà sa charge et puis pour des raisons de sécurité aussi. Je voudrais qu'on revienne sur sa relation avec le président Alassane Ouattara qu'il a rencontré. Et c'est vraiment un amour paternel qu'il a gardé jusqu'à son dernier souffle avec le fameux « Je vous aime, monsieur le président », quand il revient début juillet. Et ça, c'était vraiment, ça venait du cœur. Et quand on l'écoute, il voit une vraie admiration, une vraie adoration au président Ouattara. Il le considérait vraiment comme son père. Surtout que quand il a eu son problème cardiaque, le président a usé de toutes ses relations pour qu'on puisse lui faire cette transplantation-là. Il en a parlé sans tabou. Et je pense que c'est la première fois qu'il en parle aussi ouvertement avec tous ces détails. Tout à fait, tout à fait. Moi, j'avais entendu parler comme tout le monde, mais je ne savais pas. Mais là, c'est lui-même qui a... On était un peu gêné même d'aborder la question, mais c'est lui-même qui en a parlé avec tous les détails. Il parle même de résurrection. Il y a de quoi. Lorsqu'on vous change le cœur, et il a dit une phrase, il dit, tant qu'ils attendaient le cœur, bon, il était là dans l'angoisse, mais le jour où on lui a dit, ce soir, on va vous opérer. On a trouvé le cœur, et dès qu'on trouve le cœur, il faut aller vite. Hein. Quand le médecin lui a dit, ce soir, on vous opère, il a dit, c'est là qu'il a réalisé que ce soir, soit je meurs, ou je vis. Et c'est là qu'il a, toute sa vie est passée dans sa tête, quoi. Et qui prend aussi la décision importante, c'est encore le président de la République qu'il considère comme son père. C'est lorsque le président lui a dit, d'abord même, quand il a commencé à avoir des malaises, il n'osait pas le dire au président. C'est Ahmed Bakayoko qui s'est rendu compte et qui est allé en parler au président. Le président lui a dit, tu vas aller te soigner. À ce moment-là, qu'il va à Paris. Et lorsqu'on lui a dit qu'il fallait qu'on fasse la transplantation, il a fallu que le président le convainque. Le président lui a dit, oui, tu dois le faire. C'est à ce moment qu'il a accepté. Et quand il partait, il a dit à sa mère, il dit, dès lors que le président m'a dit qu'on peut faire cette opération-là, je suis tranquille. Ouais, pour lui, vraiment, le président, ça a été le père de substitution. Oui. Et surtout, il a rencontré... Quand il perd son père en 90. Décédait, exactement. Oui, en 90. Exactement. Alors, je pense aussi que quand on a fini de lire cet ouvrage, est-ce qu'on peut dire, monsieur le directeur, Venance Konan, que la mort a réhabilité Amadou Gon?
Je ne pense pas qu'on puisse dire que la mort l'a réhabilité. Il n'y avait rien pour le réhabiliter. C'est vrai, il devait faire une campagne. On allait le voir. On allait voir le vrai Amadou. Amadou a harangué les foules ici, cela dit. Avant qu'il ne devienne candidat, il a été... on l'a surnommé le lion, pourquoi? Parce que c'était un homme qui savait faire bouger les foules. Mais les fonctions ont été telles que... Et puis, l'histoire de la Côte d'Ivoire a été telle que... Bon, il était un peu réservé. C'est l'opposé d'Ahmed Bakayoko. Mais il n'y avait pas à le réhabiliter. On allait le découvrir, ses idées, ses projets pour la Côte d'Ivoire. Il en a parlé un peu dans le livre. Mais oui, on allait le découvrir plus tôt. Mais est-ce que vous pensez que si, une fois qu'on lit cet ouvrage, on change d'avis sur ce qu'on a toujours reçu que vous aviez sur lui. Oui. Ce qu'on a toujours reçu. Si vous le preniez pour quelqu'un qui était clanique, etc., oui, vous changerez d'avis parce que vous découvrirez que c'est un autre homme. Je l'ai dit, enfin, c'est pas moi qui l'ai dit. Il aime le reggae. Et il aime bon parler. Dans sa voiture, quand il va au travail, il écoute ou du balafon ou du reggae. Oui. Voici très attaché à sa culture. Quelqu'un qui aime le reggae, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément mauvais. Oui, et il y a finalement une morale aussi dans cette histoire, c'est qu'il faut toujours se faire sa propre opinion des personnes avant de condamner. Tout à fait. Et je crois que l'objectif de ce livre-là, il n'était pas encore désigné candidat. On soupçonnait un peu, on lui a posé 1000 fois la question, il a toujours éludé. Mais il avait vraiment envie qu'on sache qui est le vrai Amadou. Voilà. Merci. Et il souffrait de la mauvaise image qu'on lui donnait. Merci, monsieur le directeur général Venance Konon. Vous avez participé évidemment à cet ouvrage, Le cœur et l'esprit, Amadou Gon Coulibaly, qui dans une plume vraiment teintée de sincérité parle de lui-même. Un contre-pied parfait à tous les clichés que certains avaient pour le décrire. C'est tout simplement une œuvre alliée. Justement, le sage nous apprend que le temps soigne toutes les blessures, mais il est parfois un traitement difficile à suivre. Ce journal est terminé. Merci d'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Eman Vivet. Dieu le voulant, on se retrouve demain.